Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette table ronde sur le thème gouverné par les neurosciences. Donc, moi, je suis Maëlys Bouchon, membre du comité de rédaction de la revue Regard porté sur l'économie, qui organise cette conférence en partenariat avec les journées d'économie. Donc, au nom de la revue, merci aux responsables des GECO qui nous ont permis d'organiser cette table ronde dans de très bonnes conditions. Merci également à nos 4 intervenants et intervenantes qui ont accepté de participer à cette table ronde. Donc, je vais les présenter succinctement. Donc, Marie-Claire Vidal, vous êtes directrice de recherche au CNRS en économie, spécialiste d'économie expérimentale, d'économie comportementale, d'économie publique et d'économie du travail. Vous êtes fondatrice notamment du GATLab, qui est une plateforme expérimentale d'études sur la prise de décision. Vous êtes présidente de l'Economic Science Association et vous avez également une CNRS en 2017. Judith Favreau, vous êtes maîtresse de conférence en économie à l'Université de Lille, au laboratoire Finlande. Vous êtes également chercheuse associée à l'Université d'Helsinki en Finlande. Vous travaillez sur la philosophie économique, l'économie expérimentale, la politique fondée sur les preuves et l'économie du développement. Et vous avez soutenu une thèse en 2014 qui portait sur les expérimentations aléatoires du laboratoire JICA. Et vous avez donc un livre issu de votre thèse qui va apparaître d'ici 2 semaines sur ce thème également. Hugo Jallenbroek, vous êtes postdoctorant en sociologie à Sorbonne Université. Vos thèmes de recherche sont les risques et l'assurance, la santé, la sociologie économique et le numérique. Et vous avez soutenu un doctorat en 2020 portant sur l'utilisation des nudges et de l'économie comportementale dans les programmes de prévention d'assurance. Et Simon Robert-Ball, vous êtes directeur général adjoint des services de la ville de Villeurbanne et vous êtes intervenu à de nombreuses reprises sur le plan justement de l'usage des sciences comportementales dans la construction des politiques publiques auprès d'agents publics ainsi que d'élèves de certaines écoles comme Sciences Po et l'ENA par exemple. Pour finir, donc, je présente rapidement notre revue Regard croisé sur l'économie qui organise cette table ronde. Donc, nous sommes une revue de sciences sociales qui crée des ponts entre la recherche et le débat public. Nous publions 2 numéros par an qui sont accessibles sur la plateforme CAN. Et nous avons donc un comité de rédaction qui est pluridisciplinaire. Et nous essayons à chaque fois de croiser les regards de différentes sciences sociales sur un objet, un enjeu, généralement lié aux politiques publiques. Notre prochain numéro portera sur les villes comme créatrices de richesse. Alors, dans un premier temps, je vais, pour introduire le propos de nos intervenants, présenter succinctement l'objet de cette table ronde. Comme on vient de le dire, la revue Regard croisé sur l'économie s'intéresse aux enjeux de politique publique en croisant les regards de différentes sciences sociales. Et donc, avec cette table ronde, nous voulions revenir sur une des évolutions importantes de la science économique, mais aussi de l'action publique de ces dernières décennies, à savoir l'incorporation progressive de savoirs issus donc, des neurosciences comme dans le titre de cette table ronde, mais plus largement des savoirs issus de la psychologie, des sciences politiques qui portent sur le fonctionnement cognitif des individus. Donc, cette incorporation a eu lieu en 3 étapes, donc je vais retracer brièvement pour calculer un peu notre table ronde. Il y a d'abord eu, donc, premièrement, dans les années 70, le développement de l'économie comportementale dans le champ strictement académique, porté notamment par des auteurs comme Kahneman et Tversky, et ils ont introduit notamment la notion de biais cognitif, voilà, cette idée que les individus ne sont pas forcément des euros économiques, qui prennent des décisions parfaitement rationnelles, mais qui sont biaisés de manière systématique. Ensuite, à partir des années 90, ces savoirs de l'économie comportementale ont été utilisés pour définir des instruments d'action publique, parmi lesquels les fameux nudges. Donc là, on pense à l'ouvrage de Thaler et Sunstein en 2008, intitulé également nudge. Et ils définissent le nudge comme, alors je cite, tout aspect de l'architecture du choix qui modifie le comportement des gens d'une façon prévisible, sans interdire aucune option ou sans changer de façon significative ce qui les motive sur le plan économique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée centrale, c'est que, d'une part, l'architecture des choix compte, la manière dont les choix sont présentés aux individus compte, ils ne font pas les mêmes choix selon la façon dont les choses sont présentées. Et les nudges, en fait, c'est justement d'agir sur cette présentation des choix pour permettre aux individus de mieux atteindre leurs objectifs,
sans leur interdire aucun choix. Donc, ce n'est pas le même fonctionnement qu'une taxe, par exemple, ou qu'une interdiction qui va modifier les choix possibles. Donc, on pense aux exemples très classiques des nudges, comme les plans d'épargne par défaut, ou alors les systèmes dans les cantines qui présentent les desserts à la fin pour limiter la consommation d'aliments qui seraient gras et sucrés. Enfin, une troisième étape, au début des années 2000-2010, on a vu une percée de l'économie comportementale à la fois dans le champ académique, avec notamment la novélisation de plusieurs auteurs dans ce domaine, et dans le domaine des politiques publiques, avec l'introduction des nudges dans certaines politiques publiques et la création de nudge units au sein de certains gouvernements. Et c'est ce dernier point qui nous intéresse en particulier aujourd'hui. Un nudge pour l'action publique, à quoi ça ressemble? Quelle différence ou quelle similitude avec les usages privés des nudges? Qu'est-ce que les nudges font à l'action publique? Que disent-ils de celle-ci? Et quel rapport entre l'administration et les citoyens portent-ils? Quelle vision de la liberté individuelle de la citoyenneté? Enfin, donc, nous avons choisi le titre de cette table ronde en clin d'œil modeste à l'ouvrage gouverné par les instruments de Pierre Lascaux et Patrick Léès, qui s'intéresse justement à l'action publique à partir de ces instruments. Et on peut également mentionner que le mot nudge, le concept de nudge, est mentionné dès la deuxième page de l'ouvrage, La gouvernance par les nombres d'Alain Juppé, qui également revient sur le rôle et les effets des outils quantitatifs dans l'action publique. Dans un premier temps, je vais proposer à mes intervenants de revenir sur ce concept de nudge et plus largement de l'application de l'économie comportementale dans l'action publique, donc en précisant un peu plus sur la définition du nudge. Donc, tout d'abord, Marie-Pierre Duval, je vais vous demander de préciser un petit peu les théories qui sous-tendent ces outils d'action publique, parce que donc, quand je vous ai exprimé le choix final du titre de cette table ronde, vous m'avez bien justement signalé que les neurosciences, il n'y avait pas que ça derrière les nudges, et qu'il y avait plus que les neurosciences. Donc voilà, c'est un petit peu réducteur, mais on a choisi un titre qui était assez simple à comprendre. Donc voilà, pouvez-vous maintenant revenir un peu plus précisément sur la manière dont ce domaine de pensée s'est élaboré? Merci, bonjour à tous. Je pense qu'au départ, effectivement, il y a une conjonction de deux éléments pour expliquer le succès et le développement des nudges aujourd'hui. Tout d'abord, il y a la prise de conscience que les comportements individuels sont en partie à la source d'un certain nombre de défis auxquels doivent faire face nos sociétés aujourd'hui. On peut penser cancer, obésité, pollution, hypertension, etc. Donc on a bien conscience qu'un certain nombre de comportements individuels expliquent des difficultés, des grands challenges pour les sociétés. La deuxième chose, c'est du côté du monde de la recherche, effectivement, le développement d'une accumulation de preuves empiriques, quantitatives et quantifiées, de manque de rationalité des choix des individus. Alors on parle beaucoup d'économie comportementale, c'est plus que ça, je pense qu'il faut déjà parler d'économie expérimentale, puisque dès les années 50, les premières expériences ont été faites pour prouver que les modèles standards fonctionnaient, et puis à la grande surprise des personnes qui conduisaient cette expérience, bah non, des fois ça ne marchait pas, et pas du tout. Et il y avait des régularités, on s'est rendu compte de ces régularités, on a voulu les théoriser. Et donc le livre de Sunstein et Thaler, qui est mon voisin qui a la bonne idée d'apporter, est paru en 2008 et a essayé de récapituler un petit peu toutes les connaissances issues de sciences du comportement, donc venant de l'économie, venant des neurosciences, des sciences cognitives, de la psychologie. Alors pourquoi l'économie Oui, j'ai réagi sur le titre de la session qui focalise sur les neurosciences, parce qu'il me semble que l'économie a un rôle très particulier en fait, dans le développement des nudges, parce que l'économie, à la différence des autres, c'est une science normative, c'est-à-dire qu'on développe des travaux, des recherches, avec l'objectif d'en tirer des implications, de recommandations de politique. Et donc notre lien est naturellement plus immédiat avec la volonté de transformer des résultats de recherche en des politiques économiques. Alors, qu'est-ce qui a finalement fait que cette économie expérimentale et comportementale a débouché sur les nudges? Parce qu'on a remis en question trois grands domaines de connaissances en économie. La compréhension des préférences des individus, d'une part,
D'autre part, la compréhension des jugements des individus et enfin, la compréhension de leur mode de décision. Sur les préférences, par exemple, on sait très bien que les individus sont, par exemple, patients à long terme, mais très impatients à court terme. On a du mal à supporter des coûts immédiats, même si on nous promet des bénéfices plus importants dans le futur. On a tendance à procrastiner, à repousser toutes les actions coûteuses aujourd'hui à l'avenir, et du coup, on les fait parfois jamais. On n'a pas les mêmes attitudes face aux risques dans le domaine des pertes, dans le domaine des gains, etc. Donc ça bouleverse complètement la conception des préférences qu'on avait. Sur les jugements, on s'est rendu compte que les individus n'absorbaient pas les informations qu'on leur donnait, parce qu'ils avaient du mal à comprendre les probabilités, parce qu'on a tendance à sous-estimer les probabilités des mauvais événements, et on a tendance à surestimer la probabilité des bons. De même, on a tendance à être surconfiant sur nos compétences, notre apparence, etc. Ça, c'est utile pour bien vivre, hein. Mais ce sont des biais qui nous amènent à prendre des décisions qui ne sont pas optimales. Le troisième domaine de changement, c'est la compréhension des modes de prise de décision. Là, on s'est rendu compte que les individus font des erreurs systématiques. Et même quand on leur montre que leurs choix n'étaient pas optimaux, ils ont du mal à réviser. Donc, le fait qu'on est un petit peu prisonnier de nos erreurs d'heuristiques fait que, même si on connaît bien nos préférences, même si on a un bon jugement des probabilités de survenue des événements, on peut néanmoins prendre des décisions qui ne sont pas optimales. Alors, qu'est-ce que ces connaissances ont conclu? Elles ont permis de montrer que les individus font des choix qui ne sont pas optimaux, en particulier, effectivement, des plans de retraite qui ne sont pas optimaux, des choix d'assurance qui sont inadaptés parce qu'on s'assure contre des risques qui n'existent pas, alors que des risques plus importants, on a tendance à oublier de s'assurer contre eux. On a du mal à se tenir à des engagements, on a du mal à suivre nos rendez-vous, etc. Donc les gens font des mauvaises décisions. Et d'autre côté, ça montrait aussi que si les politiques publiques ou privées ne prennent pas en compte les biais de raisonnement des individus, eh bien, il y a forte chance que ces politiques manquent leur cible. Si on n'intègre pas le fait que les individus sont biaisés, les politiques qu'on conçoit ne vont pas avoir les effets que l'on en attend. D'où cette idée de développer la notion d'architecture des choix. Les individus sont biaisés, soit ne cherchons pas nécessairement à supprimer ces biais, parce que ça c'est une question d'éducation, ça appelle d'autres types de politiques. Utilisons les biais des gens pour les aider à prendre de meilleures décisions. Par exemple, on a des biais de statu quo, ça veut dire qu'on a tendance à avoir du mal à changer nos choix précédents. Vous vous abonnez à Deezer, vous vous abonnez à la Sénétech, puis vous vous rendez compte finalement au bout de 6 mois que vous n'utilisez jamais Deezer, vous visionnez jamais vos films de la Sénétech. Bon. Pourtant, vous ne vous désabonnez pas. Bon, ça c'est un exemple du biais de statu quo. On a du mal à revenir sur des choix qu'on a déjà faits. C'est un biais très fréquent. Eh bien, utilisons ce biais pour améliorer les choix des individus. Donc, le gros succès, on cite toujours en exemple, c'est les fameux plans de retraite aux États-Unis. On proposait des choix par défaut, et au lieu que le choix par défaut soit je n'opte pas pour une cotisation de retraite, on va dire que le choix par défaut, c'est j'opte pour une cotisation, pour un retrait mensuel d'une cotisation sur mon salaire pour ma retraite. Le choix, il est le même, mais simplement, on sait que l'individu ne va pas réagir de la même manière face à ce qu'on appelle le opt-in. Il faut cliquer sur un choix pour l'activer, ou l'opt-out. Le choix est pré-cliqué et vous devez décliquer si vous n'en voulez pas. On a ce biais de statu quo, ce qui fait qu'on va avoir tendance effectivement à laisser cliquer ce qui a déjà été prédéfini et à ne pas remettre en question ce choix. Ce simple petit changement dans l'architecture des choix, ça a conduit à une augmentation absolument significative des adhésions à des programmes d'épargne pour la retraite aux États-Unis. Bon, mais ce principe, il est appliqué dans les tas de domaines. Je pense que vous allez tous les uns et les autres donner des exemples. Hein. Les dons d'organes, par exemple. La plupart d'entre nous sommes OK pour donner nos organes après notre mort. Nous servirons beaucoup moins bien. Mais faire la démarche pour aller s'inscrire sur un site, c'est un peu compliqué.
Donc le fait de dire vous êtes donneur par défaut, là change complètement la donne, parce que par défaut, vous êtes OK. Maintenant, on ne remet pas en question vos préférences, c'est-à-dire si vous ne voulez pas donner, eh bien, vous pouvez décider, déclarer que vous ne souhaitez pas que vos organes soient utilisés après votre décès. Donc, on ne va pas transformer vos choix, on va respecter votre liberté, simplement, on va vous présenter les choix différents. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Laissez la parole. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions au niveau de la théorie qui sous-tend nos instruments de politique publique. Je rappelle pour les intervenants que si vous souhaitez réagir aux propos qui vous être dit, vous avez tout à fait la possibilité de table ronde interactive. Ensuite, je voulais donc demander à vous, Philippe Favreau, dans vos recherches, vous avez un intérêt particulier pour la manière dont se font les transferts disciplinaires entre théorie et pratique. De pratique au sens des politiques mises en place, notamment les produits de développement. C'est le sujet de votre thèse. Donc, la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est voilà, comment s'est fait ce transfert entre le domaine académique et le domaine des politiques publiques plus précisément, et aussi voilà, si vous souhaitez compléter sur la définition des nudges qui doivent être apportés par Madame Gilles. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Je vais d'abord répondre à votre question et peut-être ensuite j'essaierai si j'arrive de donner d'autres exemples. Le transfert, en fait, il se fait, Marie-Claire Rival l'a très bien expliqué, hein, c'est comme s'il y avait deux gros blocs, c'est-à-dire un bloc qu'on pourrait dire méthodologique, qui est l'économie expérimentale, c'est-à-dire donc une méthode qui a mis en évidence voilà, des biais par rapport à la théorie du choix rationnel, vraiment le noyau dur théorique de l'économie standard. C'est là où on arrive au deuxième bloc, qui est donc un bloc ici théorique. Et du coup, le pont qui a rendu assez célèbre ces neufs, ou la mise en tout cas en économie du développement, c'est d'utiliser un peu les deux. Et du coup, d'utiliser les expériences, des expériences particulières, hein, puisque ce sont des expériences inspirées des essais cliniques en médecine, donc, qui sont censés garantir pour obtenir des preuves fiables. Et donc, le but de ces expériences, pour certaines, mais pas pour toutes, c'est de tester certains programmes de développement. Et dans ces programmes de développement, on peut retrouver beaucoup de nudges. Puis un point peut-être aussi pourquoi les deux ont bien fonctionné, ici la partie méthodologique et politique, c'est qu'il y a une rhétorique assez commune, donc on part du comportement, et l'idée fascinante un peu des nudges, c'est qu'un petit changement peut avoir de grands effets. C'est vraiment ça qu'il y a derrière, de dire si je vais prendre, là du coup ça m'amène à votre deuxième question sur des exemples un peu plus diversifiés. Pour ça, je vais reprendre une petite dizaine de nudges que propose Solstein. Le premier, donc, c'est cette idée d'option par défaut. Donc voilà un tout petit changement. Typiquement, vous allez prendre un café, au lieu d'avoir le sucre au maximum, il y a le sucre au minimum. Là, pareil, vous pouvez mettre du sucre ou pas en mettre. C'est un tout petit changement qui peut faire. On sait que le sucre est très addictif, etc., qui peut avoir un impact important. Un autre aspect, c'est de rendre les choses plus simples. Donc, le premier, ça va être des simplifications administratives. Donc là, ce qui a pu être évalué en économie du développement, c'est de rendre la possibilité de prêt pour avoir accès à l'eau potable et donc la payer plus simple et donc faciliter cet accès grâce à une simplification administrative. L'autre, c'est de mobiliser, donc là c'est un peu plus complexe, hein, les normes sociales. Donc on le voit très bien, par exemple, avec le fait de fumer. C'est-à-dire, voilà, ce qui est fascinant aussi avec les nudges, c'est que quand on commence à s'y intéresser, on se dit, là, ils sont absolument partout. Et on a un peu du mal à mettre la frontière, à se dire, bon, ben, ça c'est un nudge, ça n'en est pas. De rendre les choix, voilà, je le disais, plus simples, c'est-à-dire typiquement d'avoir ce qui va être beaucoup plus sain
en première ligne, quoi, l'exemple que vous preniez de la cafétéria. Mais on peut retrouver un type de nudge comme ça qui va être utilisé totalement différemment quand vous êtes à la caisse d'un supermarché. Où là, vous trouvez les bonbons, les briquets, voilà. Du coup, je ne veux pas trop avancer sur la suite de la discussion, mais le nudge est un outil. En gros, ce qu'il faut questionner, c'est comment on utilise l'outil plus que l'outil en lui-même. L'autre, pour insister sur le fait que c'est un peu partout et qu'après on peut s'amuser, si on veut, à essayer de les démasquer, c'est tout ce qui va être alerte. Donc, par exemple, maintenant dans les voitures, ça se met à sonner si vous n'avez pas mis votre ceinture. Vous achetez un paquet de cigarettes, on vous alerte sur le fait que c'est très mauvais, il y a même une photo. Voilà. Le fait d'avoir des rappels aussi, donc ça a été beaucoup utilisé, et principalement en fait, dans le domaine de l'agriculture. C'est-à-dire on se rend compte que les agriculteurs avaient en fait le moment où ils avaient la récolte et de l'argent n'était pas le moment où ils devaient dépenser cet argent. Et donc, comme le soulignait Madame Villeval, on a tendance à être incohérent temporellement. Donc, cet argent était dépensé. Donc, comment le but là était d'avoir un programme qui vient rappeler aux gens, de leur dire, ben voilà, essayez de mettre de côté, parce que vous aurez besoin dans le temps, dans quelques temps, et viendra à manquer. Voilà pour donner une vue plus ensemble. Merci beaucoup. Du coup, c'est très intéressant parce qu'on voit bien la diversité de ce qu'il y a derrière le concept de nudge et peut-être du coup la complexité à faire voilà, une théorie qui marche pour tous les cas de figure. Du coup, je voudrais enchaîner en posant une question voilà, similaire à Hugo Janambo. Sauf que vous, voilà, votre domaine de spécialisation, c'est les nudges dans le domaine privé, notamment dans l'assurance. Donc, la question, c'est quels sont ces nudges? Est-ce que vous avez des exemples? Et quelles sont les différences ou les similitudes avec les nudges qu'on a pu évoquer dans le domaine public? En fait, dans le domaine privé, on va retrouver un certain nombre de nudges qui ont déjà été évoqués par les différents intervenants. On a aussi vu avec ces différents exemples qui ont déjà été évoqués le fait que le terme de nudge, finalement, il renvoie à une galaxie très large de petits instruments et de dispositifs. En fait, tout ce qui ne va pas être de l'obligation, de l'interdiction ou de l'incitation, par exemple, fiscale forte, peut finalement être ramené de près ou de loin à un nudge. Et de ce point de vue, dans l'action dans le secteur privé, sur les comportements individuels, on va retrouver énormément de nudge, et en fait, on a même des pratiques anciennes qui ont émergé bien avant, finalement, la mise à l'agenda public de la question du nudge. Je prends quelques exemples. Par exemple, dans le commerce, on va retrouver des pratiques assez anciennes. Dans le commerce auprès des particuliers, par exemple en grande surface, eh bien, mettre en avant au milieu du rayon les pâtes Lustucru. Si on veut vendre des pâtes Lustucru plutôt qu'une autre marque, on va mettre en bas du rayon, ça va favoriser la vente. On le met à hauteur de vue, on le voit plus vite. De la même manière qu'on peut, dans l'exemple de Thaler Essenstein, mettre des légumes avant de mettre les desserts quand on arrive dans la cafétéria. Autre pratique qu'on va pouvoir retrouver dans le commerce ou dans le commerce en ligne, ça va être la mise en avant d'un prix qu'on va pouvoir décaler d'un prix l'heure. Par exemple, vous allez sur Amazon, et bien, vous allez retrouver le prix conseillé, et puis toujours le prix effectif qu'Amazon va vous proposer est un prix inférieur, qui va être mis en avant. Donc, vous faites une bonne affaire si vous achetez ce produit, il est à un prix inférieur au prix conseillé. On va retrouver le même type de phénomène avec les tarifications dynamiques, qui sont de plus en plus à l'œuvre, par exemple, dans les compagnies aériennes ou dans les compagnies ferroviaires, à la SNCF. On a eu une thèse de Jean Finesse récemment là-dessus, en sociologie économique, qui a montré comme ça l'intérêt que pouvait avoir une tarification dynamique pour encourager en fait le passage à l'acte d'achat. Et puis on va retrouver également, on peut prendre d'autres exemples. On a parlé de opt-in opt-out, c'est très intéressant. On retrouve ça par exemple dans la régulation des échanges de données personnelles en ligne. On a eu depuis 2015 énormément de discussions autour du RGPD, donc la réglementation de la collecte, du stockage et de l'usage des données personnelles en ligne. Eh bien, la question de l'opt-in ou de l'opt-out sur l'acceptation des cookies a été un des débats très importants pendant la négociation du RGPD.
suite au RGPD, les sites en ligne ont dû, pour récolter les cookies, enfin, installer les cookies pour récupérer des données personnelles, eh bien, demander le consentement éclairé des utilisateurs. Donc, on avait besoin de cliquer sur « D'accord, j'accepte qu'on récupère mes données ». Vous avez tous vu ça apparaître ces dernières années, des bandeaux, quand vous arrivez sur un site web, vous demandant votre consentement. Eh bien, qu'ont fait les sites web? Ils ont nudgé, c'est-à-dire qu'ils vous mettaient en gros un bouton « J'accepte de donner mes données ». Et puis en tout petit, en bas du bandeau, vous alliez en savoir plus. Je ne sais même pas si c'est ça qui nous permet de refuser la récolte des données, mais en savoir plus. Si on clique sur en savoir plus, on a une liste de cookies qu'on peut accepter ou refuser. Mais attention, il faut aussi aller cliquer en bas sur les cookies des partenaires. Et là, vous pouvez arriver sur une liste de 60 cookies partenaires qu'il va falloir décocher un par un. Bon. Architecture du choix, évidemment, les sites qui faisaient ça. Il y a eu une enquête du Orange Lab à ce sujet. On avait 80% des sites web qui pratiquaient ce nudge de mettre en gros j'accepte les cookies. Eh bien, tous ces sites avaient un bien meilleur taux d'acceptation de la collecte des données. Donc récemment, la CNIL a fait un peu de ménage en exigeant des sites web qui mettent sur un pied d'égalité l'acceptation ou le refus de la collecte des données. On va avoir ensuite, au-delà de ces pratiques auprès des particuliers, des usages qui peuvent être assez spécifiques à certains marchés. Moi, j'ai fait ma thèse sur le marché de l'assurance santé, avec des programmes de prévention portés par des assureurs qui mobilisaient notamment les nudges. Il y en a, la volonté, elle n'est pas de déclencher un acte d'achat ou l'échange, ou d'attirer l'attention sur un produit, mais elle était de réguler l'aléa moral, qui est un problème qui est bien connu des économistes d'information et des économistes d'assurance. Et puis, un dernier élément peut-être sur l'usage des nudges dans le secteur privé. En fait, le nudge lui-même est un produit important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en sociologie économique, on a ce qu'on appelle des dispositifs marchands, des dispositifs qui vont être vendus sur le marché, sur des marchés entre professionnels, le B2B. Eh bien, de la même manière que dans le commerce, par exemple, un caddie, c'est un dispositif marchand. On a des commerçants qui vendent des caddies à des grandes surfaces qui leur permettent d'augmenter leurs ventes. On a le même phénomène avec le big data. Le big data est avant tout en fait un marché entre professionnels, comme l'a montré Franck Cauchois. Eh bien, le nudge, c'est la même chose. On a un grand marché du nudge entre professionnels. En fait, des professionnels du nudge vont vendre des solutions nudge à des entreprises. C'est notamment le cas dans le secteur de l'assurance que j'ai étudié. Et ça, c'est notamment dû sur le marché américain à la porosité qu'on retrouve entre le milieu académique et puis le milieu de l'industrie. C'est une chose qui avait déjà été montrée de manière générale dans l'économie, sur la discipline économique, par Marion Fourcade. Les économistes américains sont particulièrement impliqués dans l'entreprise, ce qui est moins le cas en Europe. Et bien on retrouve la même chose avec les nudges. De grands bons du nudge sont également impliqués dans des cabinets de conseil en solutions nudge. Dan Ariely à Duke a fondé plusieurs entreprises de conseil. George Weinstein de Carnegie Mellon a fondé des entreprises de conseil. Kevin Volpe de l'Université de Pennsylvanie a fondé des entreprises de conseil en nudge. Donc voilà, le nudge lui-même, en fait, c'est un marché entre professionnels. Voilà pour ce premier panorama sur les usages privés du nudge. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'avoir ces exemples très concrets et on connaît moins au niveau des nudges. Et pour poursuivre sur les exemples, on va dire, plus concrets et spécialisés, du coup, je voudrais demander à M. Moberman. Voilà, vous êtes directeur général adjoint des services de la vie urbaine et donc vous avez l'habitude déjà mis en place des politiques au niveau de la vie urbaine et intégrer des éléments d'économie comportementale, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter certains de ces dispositifs, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et notamment par rapport à ce qui vient d'être dit, quels sont les points communs avec les différences? Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors, tout d'abord, je suis universitaire et chercheur, mais j'ai en fait tenté dans mon travail, de 150 000 habitants, qui n'est pas très loin d'ici, de voir comment cette succession d'abord de la recherche, ça a été bien évoqué, même si récemment, le concept de nudge a aidé à formaliser, à faire prendre conscience à des praticiens comme moi que derrière cette idée, il y avait un travail assez ancien, de prise de conscience des limites des approches classiques professionnelles, essayer d'appliquer. Alors pourquoi dans une commune, et les exemples qui ont été cités, dans une commune,
on est souvent confronté au comportement des gens et on s'occupe vraiment d'énormément de champs de leur vie quotidienne, de leur vie, de leur naissance, à leur mort, on gère des cimetières, des écoles, des piscines, on gère la rue, on gère les rentres, les passes, etc. Les papiers, la paperasse. Bref, on a énormément de champs variés où le comportement de nos usagers, de nos habitants, n'est pas tel qu'il devrait être, avec le guillemets sur le devrait être, mais ça c'est peut-être dans la suite du débat. Et en tout cas, c'est quelque chose qui m'a frappé depuis le début de carrière, où dans des réunions, des élus, entre fonctionnaires, on se dit ah ben tiens, pour le bien des gens, parce que normalement, dans la théorie du nudge, on est censé faire le bien des gens. C'est pour ça que certains exemples de nudge que vous avez cités dans le privé, pour moi, ne répondent pas, en tout cas comme fonctionnaire, à la définition, en tout cas d'aller dans le sens de l'intérêt général. Qui, en effet, est pour quelle maire souhaiterait que ses habitants tombent malades, se fassent écraser dans la rue, se noient à la piscine, deviennent pauvres, perdent leur logement, soient expulsés, etc. Bon, peut-être, mais en tout cas, la plupart du temps, on cherche l'intérêt général et le bien des gens. Mais malgré tout, ça m'a marqué dès mon début de carrière, malgré l'argent qu'on mettait, de l'investissement, du temps, des heures en réunion, nos dispositifs qu'on proposait, qui étaient très bien, en fait, les gens, les vrais gens, ils n'y adhéraient pas. Alors on disait souvent, ils n'ont pas l'info. On faisait des grandes campagnes de communication, mais regardez, on a une nouvelle aide sociale, où dorénavant on peut faire ci, on peut faire ça. Et malgré tout, ça marchait un petit peu, mais on dépensait beaucoup d'argent dans des affichages, dans des campagnes de communication, très coûteux souvent, et l'effet levier sur le comportement, l'adhésion à une aide, notamment, était souvent mesuré pas, parce qu'on n'a pas les moyens de le mesurer, contrairement au privé. En tout cas, j'avais l'intuition que c'était pas forcément la seule approche. Notamment, je m'occupe beaucoup de politique sociale, de santé, de sport, et puis globalement de politique sociale. Et la question de l'accès au droit, pour moi, est le sujet qui m'a fait m'intéresser au nudge. Et à partir de 2017, à partir d'échanges avec des collègues, ce qu'on peut appeler la nudge unique française, ou la BITP, on a commencé à travailler sur un programme expérimental. À partir de sujets concrets qu'on a expérimentés, et là aussi avec beaucoup de prudence, parce que en fait, l'élan de mon déploiement a été cassé par le Covid, et à partir de mars 2020, je comptais sur ce nouveau mandat pour aller plus loin, et malheureusement, nos expériences ont dû s'arrêter, et on est resté un peu au milieu du guet. Donc je ne parle surtout pas du point de vue de quelqu'un qui a, à campagne, réussi des loges et qui a su les aider. En tout cas, les sujets sur lesquels on a travaillé, c'est l'activité physique pour illustrer, c'est le propos, l'activité physique des seniors. On gère des établissements pour personnes âgées en particulier. On sait, ça, la science a prouvé que l'activité physique régulière est très bonne pour la santé des gens. Et donc, on a fait intervenir de manière participative avec des agents de ces établissements, tout un travail sur le comportement de la pratique physique de l'activité des seniors de nos établissements en cherchant des loges qui pourraient les inciter à marcher, sortir un peu plus, éviter l'inactivité de la sédentarité. Voilà le premier sujet, princeps, j'allais dire, parce auquel on s'est fait un peu la main avec des échecs, on pourrait revenir à des difficultés dans l'implémentation réelle, en vrai, j'allais dire. Le deuxième sujet sur lequel on avait travaillé, c'est la santé scolaire. On a des infirmières, des médecins, des gens qui disent, qui rencontrent les enfants dans les écoles et qui rencontrent leurs parents en disant, vous savez, votre enfant, il ne va pas bien, ça serait bien d'aller voir un ophtalmo, des prescriptions, des conseils. Et là aussi, ils se rendaient compte, 6 mois après, que, alors oui, il allait voir l'ophtalmo, il fallait aller voir l'ophtalmo. On a travaillé aussi avec des focus group, des vrais gens, pour leur dire ce qui coinçait, en fait, dans la prescription qui leur était faite par une infirmière scolaire. On a revu les manières de donner les informations, de donner des conseils, d'éviter le côté culpabilisant, normatif, et on s'est rendu compte qu'en fait, les pauvres, on va utiliser ce terme, on leur fait tellement d'injonctions qu'ils finissent par avoir une saturation mentale, ça a été étudié, et qu'ils finissent par acheter des conseils qui sont pourtant de bons conseils. Donc on a travaillé aussi sur ce champ de la médecine scolaire et de la santé en matière de prévention. Là aussi, qui peut être contre qu'un gamin à 5-6 ans d'une famille pauvre puisse bien voir, se faire soigner. L'autre champ, c'est le périscolaire, un autre exemple. Il y a eu une réforme des rythmes scolaires.
vous savez, qui est instaurée par le gouvernement, et donc la ville de Villeurbanne, les élus ont souhaité instaurer un périscolaire de qualité après l'école ou en temps de midi. Là aussi, on a fait quelques statistiques et on s'est rendu compte que dans les quartiers les plus populaires, les plus pauvres, le taux d'accès à ce périscolaire était bien plus bas. Par exemple, ça pouvait aller de facteur 60-70% des gamins dans les quartiers les plus huppés, entre guillemets, Villeurbanne, pas vraiment, en tout cas, il y a des classes moyennes et supérieures, jusqu'à 10-15% seulement dans les quartiers les plus populaires. C'est un vrai problème, parce qu'on avait mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie sur l'accès, sur l'ouverture culturelle, sportive, bref, des enfants de ville, et il y a des réponses. Et donc, on a travaillé sur ce sujet. Moi, j'ai proposé notamment de faire un opt-in, puisque par défaut, un usager doit s'inscrire, donc les parents devaient remplir le dossier pour inscrire en gain. Et là, on voyait bien que c'était un frein à l'accès. Donc, on a travaillé le fait de changer l'architecture du choix en inscrivant les gamins par défaut. Et on a su que ce n'était pas un problème d'argent, puisque les élus ont souhaité faire un jour gratuit. On s'est dit, bon, c'est peut-être ça coûte trop cher. On dit le jeudi, c'est gratuit. Malgré ça, ça ne marchait pas. On voit bien comment l'articulation des outils d'incitation financière, des fois, ne suffit pas. C'est gratuit, de peut-être moins cher. Là, malgré tout, il y a des réponses. Donc, on a cherché à travailler sur l'architecture du choix en inscrivant par défaut les gamins, en disant, voilà, si les parents ne veulent pas y aller, ou si ils peuvent se désinscrire. Ça n'a pas marché, mais je pourrais vous expliquer pourquoi dans les lignes aussi, peut-être tout à l'heure pour être. Et enfin, le dernier sujet qui m'a amené à être en maillot de bain dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, donc qui vient tout à l'heure, c'est dans les piscines. On a choisi un sujet extrêmement concret volontairement parce qu'on s'est rendu compte dans l'implémentation qu'il fallait qu'on se fasse la main sur des micro-sujets, et notamment le fait que, là, ça va vous parler, vous allez à la piscine, la réglementation dit qu'il faut se laver et faire une douche savonnée. Peu de gens le font, certains se mettent rapidement sous la douche, et pour nous c'est un problème parce que, je ne vais pas être trop gore le matin, mais en tout cas, voilà, on a des substances organiques sur notre corps, et quand elles se mélangent au corps, ça fait des substances volatiles qui piquent les yeux, en fait. Donc c'est ça le problème des piscines. Et donc, pour les réduire, il faut mettre de l'eau, donc ça coûte, il faut la chauffer, bref, écologie, et puis nos personnels, ils souffrent aussi de problèmes d'allergie, il y a ces chloramines, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on a tout intérêt à ce que les gens prennent une douche savonnée avant de faire une piscine. Mais ils ne le font pas. Donc, on a mobilisé une équipe de volontaires de la mairie. Alors, on ne s'est pas fait aider, justement, avec des étudiants de psychologie sociale qui sont venus en renfort, mais on le fait nous-mêmes, c'est aussi un peu de fabrique. Donc, moi-même, j'ai fait une observation, c'était assez drôle, pour mesurer le temps de savonnage pour une personne qui se savonne, etc. Et on a essayé de nudger notre piscine pour inciter et augmenter le taux de lavage savonné avant d'entrer dans la piscine. Voilà, donc c'est à la fois, ça montre le champ très très vaste, finalement, de ces approches, à travers ces 4-5 exemples que j'ai cités, et je pourrais, et c'est peut-être la deuxième partie, mais aussi les limites, les échecs, les difficultés d'implémentation réelle, voilà, pour illustrer avec des pratiques localisées. Merci beaucoup. Du coup, c'est parfait, donc c'est pile dans les temps. Si vous le souhaitez, on peut faire un petit temps de réaction au propos des uns et des autres si vous avez des remarques à faire, avant de passer à la deuxième étape de notre interview. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Non, moi, il y a beaucoup de choses qui m'a marqué, mais ça, ce qui a été dit notamment dans l'introduction, c'est que les individus, et ça, c'est vraiment un choix sur une prise de conscience, les décideurs publics devraient vraiment intégrer, c'est que les individus n'absorbent pas les infos comme ils le devraient. Je prends je vous cite dans votre introductif, madame, et ça, c'est vrai, et je suis assez persuadé qu'il y a un gain potentiel en termes de politique publique, dès lors que la plupart des décideurs, soit élus, ministres, etc., intègrent cet élément. Et c'est un changement de paradigme extrêmement fort, à mon avis, dans les politiques publiques, si on va au bout de cette notion. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est cette phrase qui dit que si savoir suffisait à changer le comportement, ça fait longtemps que les médecins ne fumeraient plus. Parce que les médecins savent que fumer, c'est pas bon pour la santé. Alors, vous le savez aussi, mais les médecins, pourtant, il y a des médecins qui fument. Donc, on voit bien que le fait d'avoir une connaissance sur un effet néfaste, par exemple, ne suffit pas, vous l'avez très bien dit, à changer le comportement. Et ça s'applique à énormément de situations quotidiennes que nous, on a à gérer. Le fait de savoir que j'ai droit à l'aide sociale, le fait de savoir que j'ai droit au RSA ne suffit pas, malheureusement, à ce que tous ceux qui ont ce droit-là y accèdent. Et donc, la question de savoir s'ils n'y accèdent pas parce qu'ils ne veulent pas,
ou juste parce que c'était tellement compliqué notre système qu'ils n'ont pas pu y accéder contre leur volonté, ça c'est une question pour moi centrale en termes de justice sociale, et c'est ce qui, en tout cas, moi, me motive pour essayer d'aller plus loin. Et donc je trouve que c'est cet enjeu d'information, et souvent la réponse, je l'ai vu dans des réunions, ah bah, ils ont l'info, ils ont qu'à le faire, s'ils ne vont pas, c'est leur problème, on va donner l'info. Et ça, franchement, ça suffit pas. Merci beaucoup. Du coup, quand je vais réagir aussi aux propos qui ont été tenus, un point qui m'a frappé aussi, c'est qu'on a souligné que le nudge, en fait, c'est un univers très, très étendu, avec des choses très diverses qui sont regroupées sous cette étiquette. Notamment, on a remarqué voilà, qu'il y avait des nudges qui étaient au service, on va dire, du bien individuel, voilà, par exemple, d'épargner pour sa retraite. Il y avait aussi des nudges comme la plupart de ceux qu'ont présenté M. Mozerman, qui sont plutôt tournés vers le bien collectif, d'accord, parce que parfois, individuellement, on n'a pas envie de faire certaines choses, mais en fait, collectivement, c'est positif pour l'ensemble d'une communauté. Et puis, dans ce que vous avez présenté, M. Jamarbo, il y avait aussi des nudges qui avaient un objectif de bien de l'entreprise. Et la question, en fait, de se poser, c'est est-ce que ces trois objectifs possibles, bien personnel, bien collectif et en fait, profit d'une entreprise, sont si clairement définissables? Est-ce que voilà, on peut connaître ce qui est bien pour l'individu sans être un individu? Est-ce que lui-même peut connaître ce qui est bien pour lui? Est-ce que la puissance publique vise comme objectif? Ce sont des représentants qui sont élus, on se dit voilà, que c'est tout à fait pertinent les démarches qu'ils vont entreprendre, mais il y a sûrement des cas limites. Tout ça, ça nous pose la question en fait de quelle est la place de l'individu nudgé dans ce système. Donc ça nous amène à la deuxième partie de table ronde qui portait la plupart des politiques publiques nudgées, des politiques privées nudgées, parce que voilà, on a l'idée que les nudges préservent l'architecture du choix des individus, donc c'est une première forme de liberté. Mais d'un autre côté, certaines critiques des nudges vont parler aussi de manipulation. On a aussi tous ces aspects, voilà, certains nudges qui sont ludiques, donc qui vont peut-être cacher leur objectif. La question des nudges qui mobilisent les normes sociales, bien sûr, la question aussi qui peuvent se poser en termes éthiques. Voilà, donc on va se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un bon nudge, qu'est-ce que c'est l'éthique de nudge, et quand on parle des nudges en politique publique, quel lien on peut faire donc avec voilà, la façon de gouverner, les liens entre administrateurs, administrés, et la question aussi tout simplement voilà, de quelle citoyenneté à leur début. Donc pour commencer, voilà, je vais demander à Mme Duval de revenir sur quelles sont donc les conceptions de la liberté individuelle qui sous-tendent ce concept de nudge, plus généralement les instruments qui s'inspirent des communautés comportementales, et quelles ont été voilà, les définitions des bons nudges, des good nudges, qui ont été données par les auteurs, les économistes. Alors, c'est une belle question. Au départ, l'idée, c'est celle du paternalisme libertaire ou asymétrique. Alors, paternaliste, pourquoi? C'est parce qu'on est censé mettre en place des outils pour le bien de l'individu. Au départ, ce n'est pas le bien de la société, c'est d'abord le bien de l'individu. Et donc, on doit aider, les gouvernements, les institutions doivent mettre en place des moyens qui aident les individus à satisfaire leurs désirs. Donc, c'est du paternalisme, ça veut dire que certains savent ce qui est bon pour l'individu, et l'objectif, c'est vraiment d'aider l'individu à satisfaire ses préférences, et non pas les préférences de la société ou de l'entreprise. Ça, c'est pour l'aspect paternalisme. Le deuxième aspect, c'est libertaire. On l'a déjà évoqué, on vous donne des conseils, on vous amène à prendre telle ou telle décision, mais surtout, on ne doit pas restreindre votre espace de choix. Simplement, on doit vous présenter les choix d'une autre manière qui vous amène à prendre des décisions qui vont satisfaire vos préférences. Et parfois, on parle de paternalisme asymétrique, au sens où il est important que ces mesures, ces nudges, ne aident ceux qui sont biaisés à prendre des meilleures décisions, mais surtout ne conduisent pas ceux qui ne souffrent pas des biais à prendre des mauvaises décisions. Donc il faut que ces outils soient neutres sur les individus qui n'ont pas de biais cognitifs. Donc ça, c'est important, et c'est pour ça qu'au départ, l'idée a eu beaucoup de succès, parce que même des personnes, des gouvernants qui ont des options très peu interventionnistes, peuvent être séduits par l'idée qu'il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit
en particulier à des personnes qui sont parfaitement rationnelles dans leur choix. Donc au départ, c'est vraiment l'idée du nudge bienveillant, c'est l'idée d'aider les gens. Le problème, c'est au-delà de l'intention initiale des concepteurs, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui. On se pose évidemment des questions sur la transparence. Est-ce qu'il faut avertir les gens quand on utilise des nudges? Une certaine vision de la démocratie supposerait que les gens soient avertis de la manipulation qu'on leur met devant les yeux. Mais est-ce que ça fonctionne si on avertit les individus de l'outil qui est utilisé? C'est une grande question, on n'a pas la réponse. Hein. Donc il y a ce problème de transparence et d'usage démocratique du nudge. Si on pousse les choses un petit peu plus loin, il y a un manque de transparence, il y a un risque de manipulation, il y a le risque d'avoir des nudges bienveillants, mais il y a aussi le risque d'avoir des nudges malveillants. On a des exemples fantastiques avec toutes les fabriques de trolls, en particulier venant de Russie, et qui manipulent la communication sur les réseaux sociaux au moment des élections. C'est de l'utilisation du nudge à des fins politiques, et certainement pas pour faciliter le travail de l'électeur de base. Là, il s'agit simplement de perturber les mécanismes démocratiques. Donc, on voit bien que c'est un outil qui est potentiellement extrêmement puissant et dangereux dans certaines mains. On a un problème d'éthique au sens où les nudges, parfois, peuvent conduire à exploiter des gens vulnérables. Je vais vous prendre un exemple. Dans les hôpitaux psychiatriques, quand on s'occupe des personnes qui sont victimes d'Alzheimer, le personnel sait très bien que ces patients ont tendance à vouloir se sauver. Donc, ils s'en vont, ils cherchent à se sauver de la clinique. Et donc, il faut que le personnel aille récupérer les patients dans la rue, et c'est compliqué. Donc, dans une clinique en Angleterre, ils ont fait du nudging et ils se sont dit, tiens, il y a un truc qu'on pourrait faire. Les hôpitaux psychiatriques, vous savez, il y a souvent des grands parcs. Hein. Donc, ils ont installé des faux arrêts de bus dans le parc. C'était super pratique parce que les patients avaient la conscience de partir, de se sauver, mais le personnel avait juste à récupérer les gens devant les faux arrêts de bus. Est-ce que c'est pas aller trop loin, ça? Est-ce que c'est pas de l'exploitation de personnes vulnérables? On voit bien que le nudge, ça peut être utilisé dans un bon objectif, bien sûr, c'est aider les personnels à mieux prendre en charge les patients, mais c'est peut-être aller trop loin quand même. Après, des questions plus générales, c'est est-ce que effectivement les individus connaissent leurs préférences? On est parti de l'idée que les nudges doivent aider les gens à prendre des décisions conformes à leurs préférences, mais on ne connaît pas nos préférences. En attendant, on est biaisé aussi au sens où on pense aujourd'hui que nos préférences dans le futur seront les mêmes. Si je construis un plan de retraite à 25 ans, je suis obligé de faire une anticipation de ce que sont mes préférences à 60, et je ne suis pas sûre qu'à 60 ans, j'ai la même vision de mes préférences qu'il y a 40 ans. Par ailleurs, est-ce que les politiques ou les concepteurs de nudge ont une meilleure connaissance des biais que les individus? Ça suppose que les gouvernements eux-mêmes ne soient pas biaisés. Or, c'est évident, les politiques sont eux-mêmes biaisés. Alors, ce qui est rassurant, c'est que la décision collective, en général, amène à plus de rationalité, mais néanmoins, le décideur est aussi victime de biais. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là-dessus. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'au départ, c'était un outil qui s'appuyait sur de la science, des sciences comportementales. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on s'approche de plus en plus du marketing politique, marketing commercial, et qu'on se coupe du scientifique. Et ça commence à devenir peut-être un peu dangereux. Merci beaucoup pour ces exemples très parlants et ces nombreux points intéressants à soulever. Pour continuer donc la réflexion, je voulais demander donc à Madame Favreau, vous qui êtes spécialiste de philosophie économique, quelles sont donc les réserves qu'un philosophe de l'économie pourrait apporter au concept de nudge, notamment quand on parle de liberté individuelle ou d'action de l'État, du gouvernement? Du coup, je vais reprendre en fait beaucoup des limites qui ont été évoquées. On a parlé tout à l'heure, le mot a été lancé en disant l'économie a une dimension normative. Voilà, je crois qu'il faut sauter dedans, quoi.
et les deux concepts normatifs en économie sont, pour le dire très très vite, la rationalité et l'efficacité. Pour le dire encore plus vite, on suppose que si les individus sont rationnels, on va avoir des politiques efficaces. Et là, donc, on a un très gros problème puisque on voit que les individus finalement ne sont pas rationnels. Donc, tout ce qui va pouvoir en être tiré politiquement en termes de recommandations est bousculé. On s'appuyait avant sur les préférences des individus, elles ne sont pas fiables, donc on est très embêté. Et ici, ce qui est assez fascinant, c'est que, en tout cas, ce qui a beaucoup été discuté en philosophie économique, ce qu'on a appelé le tournant, le saut normatif, c'est de faire la théorie du choix rationnel, donc une théorie qui est invalidée par les faits, mais qui pourtant va rester. On parle de biais, c'est-à-dire il y a des déviances par rapport à cette théorie. En gros, ce qu'on va essayer, c'est d'y revenir, quoi, en utilisant, là, ici, un outil qui pourrait être le nudge. J'insiste que le nudge est un outil. Comme tout outil, c'est comment vous l'utilisez. Et une des grandes questions, ça a été de lui donner un fondement moral. De dire, bon, si on est dans le normatif, voilà, on tournait un petit peu autour du pot en disant, voilà, c'est bien pour telle personne, parce qu'ils vont évoquer un regret, etc. Mais par exemple, je sais pas, moi, je suis pas du tout rationnelle, je fume, j'ai grand plaisir à fumer. Peut-être que je regretterais, mais voilà, est-ce que la finalité ou la dimension normative peut être autre chose que la rationalité? Donc là, je le dis vraiment très vite, mais ça a été une des boîtes qui a été beaucoup ouverte, beaucoup discutée. L'autre, elle a été évoquée, c'est la question de la transparence. Thaler et Sapstein disent que l'on doit pouvoir contourner un âge. Et donc, en ce sens-là, il doit être transparent. Et tout le problème, c'est qu'en fait, on se rend compte que plus il est transparent, plus on le contourne, en fait. Et donc, moins il marche. L'autre aspect que je trouve vraiment passionnant, c'est des philosophes qui ont insisté sur le fait que, en fait, quand on est dans un paternalisme, qu'il soit asymétrique, libéral, libertaire ou libertarien, en fait, on est sur une pente glissante. On commence à être paternaliste et donc le risque est voilà, de glisser jusqu'à un paternalisme total. Je prends juste l'exemple. Là aussi très intéressant d'Esther Duflo qui proposait ce qu'elle a appelé un paternalisme démocratique. L'idée était donc voilà, pour les individus qui se trouvent dans des situations d'extrême pauvreté, on se rend compte, selon elle, voilà, qu'ils ont énormément de décisions à prendre, et comme ils ont beaucoup de décisions à prendre, ils finissent avec les mauvaises décisions. Et donc le but était de retirer certaines décisions, comme de rendre l'accès à l'eau potable immédiat, de ne pas des pays riches. En gros, le postulat était de dire les pays riches sont des pays paternalistes où beaucoup de décisions ont déjà été prises en amont. Et donc en disant, voilà, tout le monde est en soi à peu près pour que l'accès à l'eau potable soit généralisé, on est à peu près pour que la mortalité infantile soit réduite. Mais là, on en revient encore au fondement moral, parce qu'on peut être d'accord sur ça, mais encore, on doit se demander comment est-ce qu'on veut y arriver. Donc là, Amartya Sen lui répondait en disant, mais en fait, la liberté ne peut s'acquérir qu'avec la liberté. Voilà un des autres enjeux philosophiques. Et l'autre, peut-être plus circulaire, c'est que si on est tous, si on relève tous dans nos comportements des biais de rationalité, comment on fait pour qu'il y ait un nudger qui, lui, ne soit pas biaisé et on est face à un raisonnement complètement circulaire, quoi. Et pour les nudges voilà, qui, eux, seraient malveillants, c'est assez fascinant parce que ça a été, du coup, maintenant théorisé surtout par Sunstein, qui appelle ça les sludges. Et donc, sur Twitter, ils en font une espèce de... je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ils collectent quoi, tous ces écarts. Quoi. Merci beaucoup. Pour compléter ce tour, voilà des questions que posent les nudges.
Je voudrais demander à M. Benjamin Gros, vous êtes sociologue, voilà, qu'est-ce que le regard du sociologue apporte à ce débat? Qu'est-ce que la sociologie peut nous dire voilà, des notes de leur efficacité, de leur usage, de la manière dont ils sont pensés, et quelle conception concurrente voilà, la sociologie propose pour expliquer que certains individus ne prennent pas certaines aides sociales, ce genre de choses. J'ai posé beaucoup de questions, mais bien sûr, vous pouvez choisir lesquelles vous souhaitez. Je vais essayer de répondre à un petit peu tout ça. D'abord, je vais revenir sur un point qui a déjà été abordé et qui est extrêmement intéressant, c'est cette quasi-contradiction qu'on a à accoler paternalisme et libertarien ou libertaire, on pourrait dire libéral peut-être en français. Donc, comment être paternaliste tout en laissant les personnes libres. Et ça, c'est vrai qu'en sociologie, ça passe difficilement. Sociologie, on va travailler à partir d'acteurs qui, globalement, vont avoir un fonctionnement qui va être principalement un fonctionnement d'habitude, basé sur des habitudes, basé sur des routines. L'économie expérimentale ou l'économie comportementale va pouvoir prendre en compte ce phénomène-là. Mme Gibal l'a rappelé tout à l'heure, hein, on peut considérer que les individus ont des habitudes, que leurs préférences ne vont pas être fixes, etc. Mais une des difficultés qu'on va avoir avec, soit dans certaines recherches en économie comportementale, soit simplement dans la mise en œuvre concrète des nudges, au-delà du champ de la recherche, eh bien, c'est que le nudge, il va finalement s'appuyer sur une vision des routines et des comportements humains comme étant simplement une succession de choix. Je fais un choix, je mange ce gâteau, je ne mange pas ce gâteau. Si j'ai un nudge qui me permet de me dire c'est trop sucré, à long terme ce n'est pas bon, eh bien je ne vais pas le manger. Puis choix numéro 2, la prochaine fois que je vais manger un gâteau, se posera exactement la même chose. En sociologie, on va avoir du mal avec ça, avec ce comportement conçu comme une succession de choix. Bien sûr que l'individu, il marche avec des routines, avec des habitudes. Ça, on est tout à fait d'accord avec ce point en fait, qui est également présent dans l'économie comportementale ou expérimentale. Par contre, on va vraiment s'appuyer sur le fait qu'un individu, je parle au nom des sociologues, mais la sociologie est très balkanisée. Hein. Vous avez au sein de la sociologie des courants concurrents qui vont avoir chacun leur concept, leur grille d'analyse, ce qui nous rend par ailleurs tout à fait inaudible de la part des autres disciplines et des pouvoirs publics, hein, pour être clair. Mais on est quand même d'accord sur un certain nombre de points, notamment le fait que les acteurs ils évoluent dans un réseau social, dans une structure sociale, avec des ressources qui vont être inégalement distribuées, des ressources économiques, mais également des ressources culturelles, des ressources sociales, c'est-à-dire où est-ce qu'on se situe dans un réseau social. Et ça va amener les individus à se comporter d'une certaine manière, d'une manière donnée. Et c'est pas simplement en fait une succession de choix qui nous amène à prendre une habitude, ça joue sur le temps long. Il y a une épaisseur temporelle à l'évolution des comportements et à la création d'une habitude, à la création d'une routine. Modifier une routine, en général, ça va se jouer en fait à des moments qu'on va appeler des événements biographiques ou des ruptures biographiques. Je vais par exemple changer ma manière de trier les déchets ou mon alimentation si je déménage, si je change de boulot, si j'ai un enfant, si je me mets en couple. C'est là que ça va se jouer, les changements de comportement particulièrement. Donc, on ne peut pas ignorer comme ça cette épaisseur temporelle de la routine. Et ce qui peut expliquer, en fait, ce qui est une des explications qu'avancent les sociologues sur un certain nombre d'échecs qu'on peut retrouver chez les nudges, dans les nudges. Non pas que tous les nudges échouent, non pas qu'il soit anormal que les nudges puissent échouer, c'est bien normal. Mais une des explications, voilà, au niveau de la sociologie, elle va se jouer ici. Ensuite, on peut dire la même chose sur la question des normes. Les normes vont être prises en compte dans la recherche en économie expérimentale, notamment dans le travail de Mme Ibar, elle va prendre en compte la question des normes. Eh bien, en sociologie, les normes, elles vont être activées à certains moments, dans certains contextes. Elles peuvent être des ressources ou des contraintes, mais leur activation va être contextuelle, non systématique. Donc ça, pareil, on va devoir le prendre en compte. Donc, autre point, au-delà de la question de l'efficacité, j'avais démarré sur cette gestion paternalisme et libéralisme simultané, hein, comment gouverner tout en laissant les individus libres. En sociologie, le principe de gouvernement, le paternalisme, hein, gouverner, ce n'est jamais qu'appliquer une forme de paternalisme, la social-démocratie, c'est un paternalisme. Bien, gouverner, si on reprend les définitions du pouvoir
qu'on apprend en première année de sociologie ou en première année de sciences politiques. C'est Dahl. A exerce une relation de pouvoir sur B si B fait une action qu'il n'aurait pas fait sans l'influence de A. En d'autres termes, une relation de pouvoir, c'est la capacité à faire faire. Si je fais faire à un individu, j'exerce un pouvoir. J'exerce une relation de pouvoir. Donc, soit un nudge est efficace, il a réussi à faire faire, c'est son objectif. Auquel cas, c'est une relation de pouvoir. Il y aura nécessairement un paternalisme. Laisser le choix tout en transformant le comportement, il y a quelque chose qui est assez difficile à prendre en compte dans des logiques relationnelles du pouvoir en sciences sociales, en tout cas pour la sociologie ou pour les sciences politiques. Et puis ça va poser, désolé si je suis long, je vais faire vite. Ça va poser toute une série de questions qui ont déjà été abordées par Mme Villon et Mme Parot. Qu'est-ce qu'on nudge? Est-ce qu'on dit aux gens qu'on est en train de les nudger? Qu'est-ce que c'est la norme? Si on a un biais cognitif qui nous fait agir de manière sous-optimale, qu'est-ce que c'est la norme de l'optimal? C'est l'homo economicus. Parce que le grand point, et qui permet de créer une accroche entre la sociologie, la science politique et puis l'économie, c'est notamment le fait que l'économie expérimentale ait fait ce travail, et qui j'imagine est douloureux au sein de la discipline, et n'a pas été simple, d'abandon partiel de la figure de l'homo economicus, comme une figure positive, un être qui existerait. Les économistes expérimentaux, les économistes du comportement ont fait ce travail énorme de, en gros, évacuer un des aspects fondamentaux, une figure assez fondamentale de l'économie standard. Eh bien, est-ce que c'est pour finalement retrouver l'homo economicus qui n'est plus une figure positive, mais qui devient la figure normative, l'objectif à atteindre? Et là, pareil, ça pose une question pour le sociologue, mais également pour des économistes standards, par exemple, sur question qui a déjà été évoquée, comment on détermine les préférences des individus, est-ce qu'on peut agir pour leur bien, comment on agit pour les individus, comment on définit ce qui est bien pour les individus. Cette question, elle se pose pour l'action publique, mais elle se pose évidemment encore plus quand on parlait de l'action privée tout à l'heure. Merci beaucoup pour cet éclairage, beaucoup très complémentaire de ce qu'on a entendu juste avant. Donc pour finir notre deuxième tour de table, et ensuite je vous laisserai donc la possibilité de revenir sur ce qui a été dit, parce qu'il y a sûrement des choses qui font écho à certaines choses que vous avez vues dans vos recherches. Donc je voulais demander à M. Moderman, voilà, vous avez évoqué tout à l'heure que certains dispositifs que vous avez mis en place avaient connu des limites. Est-ce que vous pourriez les évoquer avec nous, et également toutes les limites qui viennent d'être évoquées par les trois autres intervenants et intervenantes, est-ce que vous les retrouvez aussi dans votre travail? Est-ce que vous avez l'impression que certaines sont plus théoriques que pratiques? Merci, c'est très riche. Donc, pour la rebondir sur beaucoup de sujets. Alors, tout d'abord, les limites pratiques, ce qu'on appelle l'implémentation en terrain réel, sans être non plus doté de moyens extraordinaires, ça a été une limite. Mais je l'avais assumé en quelque sorte en se disant c'est pas grave, on se la main, on va tester des choses, on est en mode essai-erreur et on ne mobilise pas trop de moyens, parce que des promesses du nudge, c'est comme ça a été bien dit tout à l'heure, c'est que petits moyens, grands effets. Donc cet effet de levier, bien sûr, c'est un peu le graal de tout chef d'entreprise ou même gestionnaire d'une administration publique, c'est qu'avec un petit effet, en changeant juste l'ordre dans un formulaire, vous avez 15, 20, 30%. Et je pense que ça peut exister en tout cas des recherches sur certains sujets, que ce soit en matière de collecte des impôts ou de fiabilité des déclarations des états de frais, on montrait qu'en faisant signer avant un formulaire, vous avez moins de fraude sur les déclarations d'état de frais que quand vous faites signer après. Je ne sais pas si c'est, je ne me rappelle plus l'ordre de grandeur. Ça, en effet, c'est pas très cher avec Word et une imprimante de changer cet ordre-là, par exemple. Donc, cette promesse-là, je m'étais dit, on va aussi essayer de la tenir, et c'est pas la peine d'aller chercher BVA ou des équipes qui vont coûter 100 000 € pour mettre en place ces nudges. On va essayer de le faire en mode artisanal, c'est un peu une marque de fabrique. Et forcément, ça a ses limites, mais c'était pas grave, puisqu'il fallait aussi qu'on envoie les limites. Mais ce que je voulais, si on implantait nudge,
comportementale dans une l'impact dans la durée, hein, et ce qui a été dit sur les événements de vie, notamment, il y a un courant aussi à la direction de l'ITP qui travaille sur ces événements de vie et en effet d'intervenir à cela pour limiter l'effet dans la durée. Et les interventions, notamment sur l'espace public dans les piscines, on voit bien qu'elles peuvent avoir un effet. On a essayé de mesurer ce sur quoi on s'est le plus approché d'une mesure avant-après en essayant 3 configurations. Donc ça a des effets. On n'a pas pu le faire dans la durée et on peut supposer qu'au bout d'un certain temps, l'effet bénéfique sur la douche abonnée, pour prendre cet exemple très concret, se serait érodé dans le temps. Il aurait fallu réactiver un certain nombre de dispositifs. Donc les limites dans le temps, le fait que quand même il faut, si on veut le faire correctement et tester, avoir quelques éléments de preuve, donc tester plusieurs configurations, les évaluer ensuite, et ça, pour une mairie où on n'avait pas les moyens de le faire, il aurait fallu qu'on ait des équipes beaucoup plus étoffées pour pouvoir le prouver. Mais malgré tout, on peut s'appuyer, et ça c'est ce que j'aurais souhaité faire si on avait pu continuer et que le Covid ne nous avait pas focalisé sur la gestion de la crise, de s'appuyer sur des travaux de recherche qui, dans des contextes très différents, ont prouvé leur validité et se dire qu'il n'y a pas de raison que les planètes soient totalement mises en même cerveau, a priori, soient totalement différents, même si les éléments de contexte comptent en effet. Et donc, notamment, je pense qu'il y a un champ qui n'est pas facilement, qui n'est pas très fun, sur la paperasserie administrative et les formulaires. Des choses toutes bêtes, comme la science, qui est un des axes, simplement rendre les choses importantes et évidentes. Vous avez déjà eu une notice pour une mise à jour? Oui, on a essayé. C'est pas, ce qui est vraiment important, c'est pas bien d'avoir une série de trucs qui se couvrent juridiquement en disant je mets tous les cas parce que si quelqu'un s'électrocute, j'ai dit que quand on met les doigts dans la prise, on pourra s'électrocuter. Mais en fait, cette info, elle n'est pas mise en valeur. Donc, la science dans les formulaires administratifs, dans les informations, c'est tout bête. Ça, c'est un champ très important, notamment les choix par défaut. Qui ont été évoqués, ou notamment sur la protection sociale des fonctionnaires. 3 mois, si on est malade, pour la moitié de son salaire, ça fait mal quand même. Bien pareil, les dispositifs de protection sociale, on pourrait tout à fait essayer de les faire en choix par défaut. Mais il y a des limites, et l'autre limite, c'est là, ça me permet de voir un peu l'articulation, c'est la question de la réglementation. Moi, j'entends toutes les limites théoriques, philosophiques sur les nudges, et elles sont pertinentes, mais comme l'a dit Mme Favreau, c'est un outil. Il faut vraiment le voir comme un outil. Et qu'on ne remplace pas la question des finalités par la question de l'outil. Dès lors qu'on a bien intégré ça, mais ce n'est pas vrai que des nudges, c'est vrai de la réglementation, c'est vrai de la fiscalité, ce sont des outils. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Et la question qui se pose, c'est celle des préférences collectives. C'est comment on utilise des outils, que ce soit la réglementation, la taxation, le nudge, l'information, la communication, pour aller vers des préférences collectives. Mais ce n'est pas l'outil qui nous dira les préférences collectives, comme un taux d'imposition ne dit pas en soi ce qu'on veut en faire. Donc, pour moi, le nudge et ces outils-là, l'administration publique, doivent être absolument complémentaires. Je pense qu'on a besoin de tous ces outils. Prendre un exemple qui m'est arrivé, très concret, pas loin, c'est que Givor, je rentrais à Lyon après un week-end, bref, et à l'entrée de la ville, il y a, vous savez, des panneaux, des radars pédagogiques, je ne sais pas si vous connaissez ça. Et on ne vous sanctionne pas, on vous dit que vous roulez trop vite. Un petit smiley vert quand vous êtes en dessous de 50 km/h, et c'est rouge ou orange, et tout ce. Donc ça, pour moi, c'est un nudge, feedback immédiat, conseil, petit truc sympa, vous roulez trop vite, voilà, sur l'autoroute, quand on vous donne votre immatriculation, il y a un effet de personnalisation, bref, tu prends pour aller chercher ça. Donc je ralentis, forcément, et puis à la sortie du village, il y a des personnes, je réaccélère. C'était, ouais, je crois que c'était et puis là, gendarmerie, monsieur, derrière-vous, il me dit, vous rouliez 60 km/h, c'était 50, 30, je ne me rappelle plus. Et je me suis pris une amende, 135 €, j'ai perdu un compte de points, etc. Ça montre bien que dans le même moment de vie, j'ai à la fois été nudgé, le maire avait dit, un truc pédagogique, ou des enfants qui traversent avec des statuts, voilà, que ça a un peu modifié mon comportement, que j'ai ralenti, puis à la fin, je n'ai pas accéléré pour. Et là, il y a des gendarmes. Et c'est très bien. Et moi, comme gestionnaire public, où un maire édite une norme, il peut prendre des arrêtés, il peut interdire des choses, il a ce pouvoir, il y a des lois, mais enfin, quand même, il y a un corps de police, on peut vous interdire un certain nombre de choses, avant de présenter le rue,
de plus habiter dans votre immeuble parce qu'on considère qu'il va tomber, etc. Elle s'articule avec ces incitations douces. Et il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre en disant les nudges vont remplacer la réglementation. Moi, je suis républicain, je considère qu'il faut qu'un maire, qu'un ministre, qu'un président de la République prenne des lois et impose parfois des choses. Et donc, c'est le même débat. Est-il légitime à imposer? Pourquoi est-ce que ça va vers la tyrannie? Est-ce que le fait qu'il y ait des lois c'est sur la pente sablonneuse de la tyrannie? Bien entendu, oui. Certains gouvernements utilisent la loi pour nous faire dictature. Et pour autant, faut-il supprimer la loi? Donc on voit bien que ces limites qui sont dans les nudges, on les retrouve aussi dans les autres instruments de politique publique. Et que, pour moi, la vraie, je vais finir là-dessus, dans cette partie, la vraie sauvegarde au risque des nudges, c'est la question de comment on élabore les préférences politiques, qui sont démocratiques en fait, et c'est la délibération, enfin, c'est les approches politiques. Dès lors qu'on partage, on a des lieux de débat pour dire, ben voilà, les préférences collectives ont été débattues, discutées dans une mairie en tribu, etc. Mais il faut aller plus loin, il faut en parler avec les personnes elles-mêmes. Par exemple, les focus group, donner la parole à des gens qui ne l'ont jamais, qu'on a fait à l'accueil du CCS, où on leur a demandé leur avis, non pas avec des mots, parce que la plupart parlent très bien français, mais avec des images. C'est tout bête, c'est un fait de langage dans un accueil social. On va dire comment vous avez trouvé l'accueil. Si on leur dit satisfaisant, très satisfaisant, et qu'ils ne passent pas, par contre, on leur a mis des images, des photos, et c'est comme ça qu'on a recueilli leur avis, qu'on a changé les modalités d'accueil. C'est pas vraiment de la démocratie, mais c'est une manière d'aller prendre l'avis de personnes en changeant l'approche et en essayant d'élaborer des préférences collectives. Par exemple, on avait le sentiment que nos usagers étaient mal reçus parce que les locaux étaient pourris. C'était pas urbain, c'était courtier, etc. Donc, on voulait tout changer. Et en fait, cette approche-là, en discutant avec eux, par ces approches détournées pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer, nous a montré que oui, certes, mais en fait, ils s'en fichaient de la culture et de l'accueil, mais ils trouvaient des gens gentils. C'est ce qu'ils nous disaient. Les gens à l'accueil étaient gentils. Et ça leur faisait bien. Ils nous ont aussi dit, moi je viens de pays où quand on rentre dans une administration, on a peur. Des Syriens, des réfugiés, mais on a peur. Ici, quand on rentre, on n'a pas peur. Vous voyez, ce type d'éléments qu'on réintroduit, alors je m'éloigne un peu des nudges, mais tout ça pour dire qu'il faut absolument le compléter par des lieux de délibération collective qui soient politico avec les usagers et qui sont un très bon antidote pour éviter de faire fausse route et d'aller vers ces fameuses pentes sablonneuses que d'ailleurs les auteurs de nudge ont intégré à la fin de leur bouquin avec voilà, peut-être en complément. Donc, pour résumer, je pense que dans les politiques publiques, le nudge doit être absolument articulé avec les autres outils classiques. Il doit venir en complément et non pas en substitution. Et c'est l'effet de mode qui peut faire attention, il faut l'avoir bien en conscience. Et deux, de continuer à avoir des lieux de libération collective pour voir quelles sont les préférences collectives, et sachant que c'est mouvant les préférences collectives en France. Les urbains ne sont pas forcément même dans 20 ans. Donc il faut que ces dispositifs soient permanents pour s'ajuster. Après, il y a des choix du gouvernement, et puis il y a la démocratie. Voilà, moi, tel que je vois, en tout cas, je me suis conçu mon petit appareil pour voir aussi les limites par rapport à ces nouvelles approches que je trouve vraiment très intéressantes. Merci beaucoup. Du coup, c'était un tour de table très, très complet. Alors, ce que je vous propose maintenant, comme il reste environ un quart d'heure, c'est voilà, de faire la conclusion de cette table ronde. Alors, si vous souhaitez revenir sur ce qui vient d'être dit, ou alors amener un nouvel élément dans l'analyse que vous jugez intéressant, ou alors, ce que je peux vous proposer, si vous n'avez pas forcément comment conclure, c'est de réfléchir à cette question, quel futur pour les nudges? Notamment, alors c'est un exemple, mais avec la crise du coronavirus, on a vu des évolutions dans les politiques publiques nudging. Il me semble qu'il y a eu plusieurs essais qui ont été faits pendant la crise. Mais bon, ce sont juste des pistes d'analyse, si vous voulez, voilà, en 2 minutes, proposer un nouvel élément ou une conclusion. Et ensuite, il me semble qu'on aura le temps pour quelques questions de la salle. Donc, on va commencer par Madame Gilbert. 3 mots. Sur le futur des nudges, je pense que c'est un outil qui va continuer à se développer très fortement. Pour des raisons qui ont déjà été évoquées, c'est qu'en gros, on a 3 outils. On a les prix, on a l'information, et puis on va dire le nudge. Alors, les prix, pourquoi ça ne marche pas bien? Parce qu'on a des prix qui n'intègrent pas les externalités, mais qui n'intègrent pas non plus les internalités.
Si on reprend l'exemple de la mauvaise nourriture, grasse, calorique, ça n'intègre pas les externalités parce que c'est des produits qui sont en général pas chers et qui ne prennent pas en compte le coût que la consommation de ces mauvais produits va entraîner pour la société, maladies cardiovasculaires, etc. Donc ces prix-là n'intègrent pas les externalités, le coût pour la société, n'intègrent pas les internalités sur le fait que les gens se font du mal en les consommant. Et donc les prix sont limités. Alors on peut utiliser le prix comme outil politique, c'est des impôts, c'est des subventions, c'est très utile, mais il y a des limites, on en a tous assez de payer des impôts, il y a un ras-le-bol fiscal, etc. Donc on a besoin d'autres outils. L'information, vous l'avez très bien expliqué, c'est pas parce que vous savez qu'il y a un risque dans le type de consommation que vous avez que vous allez changer vos habitudes. Donc l'information c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, on a besoin d'autres outils, le nudge contribue à fournir des outils complémentaires, vous avez tout à fait raison, dont il faut essayer d'exploiter les opportunités. Ça va se développer aussi parce que les sciences comportementales aussi évoluent. Mais à cet égard, moi je voudrais juste rajouter un point qu'on n'a pas évoqué, c'est toute la question de la formation et de l'éducation. En France, on n'est pas du tout formé aux sciences comportementales, comparé à d'autres pays. On a un déficit majeur. Pour l'économie, si on fait une comparaison avec l'Allemagne, par exemple, il y a longtemps qu'en Allemagne, on développe des cours d'économie expérimentale et comportementale à très grande échelle. C'est toujours pas le cas en France, c'est toujours pas toléré, c'est toujours mal accepté. On a un recul terrible. On a des formations qui sont trop disciplinaires, on n'a pas assez de formations au croisement des disciplines. Et là, évidemment, ça bloque, on n'est pas préparé. Mon deuxième commentaire bref, c'est de dire qu'on a besoin d'évaluation. Ça veut dire aussi évoquer, comprendre les effets à court terme, mais aussi à long terme, comprendre les effets de spillover, hein, les effets de transfert des nudges sur d'autres aspects. Je vais prendre un exemple, Doctolib, fantastique, Doctolib, on l'utilise tous. Le fait d'avoir des SMS de rappel, ça marche très bien. Ça a juste deux petits effets. Le premier petit effet, c'est que bon, les médecins qui ne veulent pas passer par Doctolib, ça leur prend quand même de la clientèle. Vous allez dire, tant pis pour eux, ils ont qu'à s'y mettre. Hein. Mais il y a quand même un effet d'éviction pour ceux qui ne veulent pas utiliser le dispositif. Puis deuxièmement, les gens prêtent de moins en moins d'attention à ces SMS de rappel. Et finalement, quand vous n'aurez plus votre rendez-vous, que ce soit chez le médecin ou au restaurant, c'est pas grave parce que ce que vous trompez, c'est un automate, c'est un robot, mais c'est plus le médecin, c'est plus le restaurateur. Donc vous recevez des SMS, mais ça ne fait rien, vous n'allez pas à votre rendez-vous, et de toute façon c'est pas grave parce que vous interagissez avec une machine. Donc ça, c'est des effets induits des nudges qu'il faut mesurer parce qu'il y en a et ils sont importants. Puis dernière remarque, et je termine là-dessus. Il y a des nudges, des utilisations malveillantes des nudges contre lesquelles il est difficile de se battre. Et la seule solution pour ça, c'est l'éducation. Et on a vu que si on apprend par exemple aux gens à créer des fake news, ils sont après beaucoup plus à l'aise pour détecter les vraies des mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux. Donc en gros, la solution, c'est pas l'éducation. Et on se dit que pour beaucoup de problèmes, quelles que soient les sessions dans lesquelles on intervient, on a un gros problème de déficit éducatif. Merci beaucoup, Madame Favreau, si vous voulez réagir également. Non, je vais être très bref pour laisser la place aux questions. Non, sur le futur, je ne sais pas trop, mais une question qui n'a pas été, ou un élément qui n'a pas été mis, du coup, je le mets pour des questions plus tard, et il est un peu lié au futur, c'est l'impact à grande échelle des nudges. Puisque donc on se concentre sur des comportements, donc il y a une dimension, on va dire, micro, et quel est l'impact au niveau plus global. Typiquement, l'exemple phare des nudges de Thaler et Sunstein, c'est le programme Save for Tomorrow, de changer l'option par défaut pour que les individus qui n'épargnaient pas se mettent à épargner et donc aient plus d'argent pour leur retraite. Et donc la question, c'est qu'est-ce que va faire au niveau macroéconomique cette augmentation du niveau de l'épargne. C'est-à-dire là, on a changé, au niveau micro, c'est peut-être super, mais est-ce que, voilà, ça peut y avoir un... Donc tout ça, voilà, pose la question, en fait, plus générale, c'est que là, on pense des politiques qui sont centrées sur les comportements dans un monde quand même très institutionnalisé. Alors voilà, on dit, bon, il faut un mélange entre les deux, et je pense que l'avenir, c'est un peu
fait ce mélange et comment on redonne sa place aussi aux politiques à plus grande échelle et plus institutionnelles. Merci beaucoup. C'est vrai que quand on n'est pas en temps de crise, ça peut poser problème après pour la reprise. Donc, par exemple, là, ce n'est pas le bon moment pour faire une image sur les parents des individus potentiellement. Bon, après, il y a plein d'effets qui se mangent. Monsieur Janaro, est-ce que vous voulez également conclure cette session? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec les dernières interventions, et notamment avec ce que vous venez de dire tout à l'heure, M. Merman, à propos de la complémentarité des instruments d'action publique. En France, c'est assez aisé, parce que là, je vais prêcher globalement des convaincus. On est tous d'accord pour dire que le nudge n'est pas l'alpha et l'oméga des politiques publiques du XXIe siècle. C'est un outil parmi d'autres dans l'instrumentation de l'action publique. Et c'est très bien comme ça. On peut reprendre plusieurs éléments évoqués. On a parlé de la nutrition, par exemple, de la nutrition, de la lutte contre l'obésité. On peut agir sur des comportements à un niveau individuel avec des nages. On peut agir sur de l'information avec des labels. Il y a toute une bagarre en ce moment en France et en Union européenne autour de la généralisation du Nutri-Score, qui est un peu entre de l'information et du nudge d'une certaine manière. C'est la simplification de l'information, un petit code couleur avec des lettres, facile à apprendre. L'information va bien circuler, l'information est facile à comprendre. Pour autant, évidemment, on ne va pas pouvoir se passer d'autres outils, au-delà même de la question du prix de l'information et du nudge, par exemple. Même si c'est plus politiquement et économiquement coûteux, eh bien, à un moment, on peut aussi travailler sur, par exemple, l'encadrement de la production agroalimentaire. C'est ce qu'a fini par faire l'Union européenne, quand on parle de nutrition, avec les trans fats et l'interdiction très récente de l'addition de trans fats dans la nourriture industrielle. Ce qui a pris, c'était une bagarre de 10 ans en Union européenne, parce qu'il y a des pays utilisateurs ou exportateurs de produits très chargés, notamment l'Italie, font bloc contre ce type de mesures et font toujours bloc contre le Nutri-Score. Donc on a besoin comme ça de cette complémentarité entre les différents instruments, et le nudge a toute sa place. Le nudge a toute sa place, mais il ne faut évidemment pas qu'on compte sur lui pour régler tous les problèmes à l'évidence. Puis peut-être une deuxième manière de conclure, à propos des enjeux disciplinaires. Vous avez parlé de formation interdisciplinaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant avec cette émergence enfin de l'économie comportementale qui est ancienne, maintenant, mais qui enfin est sur le devant de la scène. Elle a très bien intégré la psychologie, elle a très bien intégré les neurosciences. Maintenant, des enjeux, ça va être comment le reste des sciences sociales vont également pouvoir, à l'envie, être intégrés à cette économie expérimentale, à l'économie comportementale. J'ai évoqué tout à l'heure des distinctions qu'il peut y avoir entre des cadres analytiques sociologiques et économiques, y compris l'économie expérimentale. Pour autant, il y a plein de points. Un des auteurs importants de l'économie comportementale, qui est peut-être moins cité aujourd'hui, mais qui historiquement est important, c'est Herbert Simon, qui, pour le coup, en sociologie, a une importance fondamentale. Il a essaimé de manière conséquente sur les modèles d'analyse sociologique en sociologie des organisations, en sociologie d'action publique. Donc on a comme ça des ponts qui existent déjà entre ces premiers critiques de la perception de la rationalité, avec le modèle de la rationalité limitée de Simon, et puis l'économie comportementale telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important que peut-être dans la formation des futures générations, eh bien, les jeunes économistes intéressés par les approches comportementales et expérimentales se mettent à lire un petit peu de la sociologie, de la géographie, de l'histoire, et puis de notre côté, notamment en sociologie, on essaie de se rendre un peu plus intelligible, qu'on fasse un travail conceptuel conséquent, parce que là, très clairement, c'est une discipline qui est aisée à lire quand on ne la connaît pas. Et donc voilà, je pense qu'avec ce double travail, on peut vraiment avoir un progrès en termes d'entretien. Merci beaucoup. Monsieur Bernard, conclusion. Très, très court, parce qu'il y a peut-être des questions. On va insister sur cette débat sur l'éducation, sur l'avenir des âges. Question, je pense que des jeunes âges, je confirme par ces études un peu externes, d'économie, etc., que j'ai découvert la psychologie à 45 ans. Et c'est pas normal, c'est à aucun moment dans des études où on va préparer des concours qui étaient censés destinés à prendre des décisions sur la haute fonction publique, on m'a parlé, jamais j'ai pas eu
5 minutes où on m'a parlé de psychologie ou de ce qui déterminait le comportement et l'économie comportementale, contre les agrégats, le PIB, on a eu beaucoup le souper, j'ai dû réviser les moments, des fiches sur des sujets comme ça sont intéressants, mais à aucun moment j'ai pu l'aborder. C'était certainement terrible. Donc je pense que la question de l'éducation et aussi de la formation des futurs fonctionnaires est un enjeu. Pour moi, c'est un domaine d'activité, quelque chose auquel les étudiants qui se destinent aussi aux carrières de la fonction publique, et j'essaie modestement de commencer à faire passer le message après m'être un peu initié, avoir eu quelques travaux sur le sujet, et ça commence à se faire, que ce soit à l'ENA ou à l'INEP en particulier. Cette forme des fonctionnaires sont dans d'autres écoles de services publics et qui ont tout intérêt à venir compléter la palette d'outils de futurs décideurs et décideristes dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Donc, il nous reste quelques minutes. On peut peut-être prendre des questions du public. Alors, monsieur Aubin. Ah oui, donc on a dit qu'il y a les bons nudges, les mauvais nudges. Et donc, du coup, imaginons que je suis une entreprise, que bon, vous êtes pour les nudges, du coup, et vous me dites, bon, je suis dans un supermarché ou une cantine, et vous me dites, du coup, mettez les fruits avant les desserts, du coup, parce que c'est plus sain et c'est un bon nudge, etc., pour que les gens prennent plus de fruits, de légumes. Sauf que moi, en tant qu'entreprise, les desserts sont plus chers que les légumes et je tire plus de profit. Comment est-ce que je devrais dire oui à notre proposition de nudge, alors que je préfère les desserts, vendre les desserts? Merci. Merci. Donc la question, c'est un peu comment est-ce qu'on peut faire que des nudges soient appliqués par des entreprises lorsqu'ils contredisent les modèles économiques de cette entreprise. C'est ça? Ouais. Est-ce que quelqu'un parmi le panel veut essayer de répondre à cette question? Madame Guilbert. Très rapidement, le principe, c'est de rechercher et de préserver la liberté. Donc, il n'est pas question d'imposer à une entreprise de mettre en œuvre des nudges. Tout simplement. Sauf si, à un moment donné, on décide qu'il faut légiférer sur les nudges et que c'est interdit de manger des desserts à la cantine. Mais non, c'est la liberté. Une entreprise qui ne veut pas mettre en place ce genre de système, il n'y a aucune raison qu'elle le fasse. Il y a peut-être le temps, il faut une autre question. Oui, moi j'avais une question simple ou une suggestion encore. C'est est-ce que vous avez réfléchi les uns ou les autres sur la corrélation entre nudge et le problème de la vaccination? Je parle de ça parce que le gouvernement met en place un certain nombre d'informations, de procédures, etc. pour inciter les gens à se faire vacciner dans la période actuelle. Bon, c'est pas une réussite totale, je crois savoir. Alors, est-ce qu'il y aurait un moyen, avec toutes ces techniques-là, d'améliorer le taux de vaccination, parce que c'est quand même une préoccupation importante, me semble-t-il. Donc, puisqu'on a des outils, pourquoi on ne fait pas un effort de recherche et de mise en application de ce que vous avez dit? Merci beaucoup. Donc la question, c'est comment utiliser les nudges pour améliorer la stratégie vaccinale du gouvernement. Alors, je vous propose donc de répondre à cette question et ensuite, M. Janabro, vous avez un complément pour la question précédente. Moi, je vais répondre très très brièvement, c'est utilisé. C'est utilisé, ça a même été utilisé à pas très bon escient. L'exemple, c'est qu'au début de l'application Tous Anti-Covid, on a tous reçu un SMS qui nous disait si vous vous inscrivez sur l'application Tous Anti-Covid, vous serez alerté plus tôt en cas de contact avec une personne malade et vous aurez accès à un test. C'était faux, à ce moment-là, il n'y avait pas accès privilégié à un test des gens qui utilisaient l'application. Ceci étant, il y a eu 10 millions, ça a eu un effet massif, 10 millions d'inscriptions sur le site. Donc ça a été utilisé. Après, la question c'est comment on fait de la vaccination pour les plus récalcitrants. Là, les nudges, ça suffira pas. Alors, pour compléter d'abord sur votre question, j'ai plus le nom de l'article, donc je suis un petit peu embêté, mais je vous conseille une lecture, un article de Jeremy Ward, W-A-R-D. Un article qui est sorti il y a maintenant un an et demi, je crois, qui porte sur la vaccination et les craintes de la population vis-à-vis de la vaccination, leur évolution, en prenant à la fois, en essayant de mixer le cadre de l'économie comportementale et de la sociologie, justement. Donc, de ce point de vue, bonne lecture, Jeremy Ward dans la revue française de sociologie. Et pour compléter la question précédente, si jamais il devait y avoir une régulation des entreprises sur les normes, un encadrement des pratiques d'entreprise sur les nudges,
il serait plutôt potentiellement, j'imagine, je fais de la prospective, hein, on n'aime pas du tout faire de plans sociaux, mais ça touchera sans doute plus probablement des interdictions que des obligations. Est-ce qu'il y a une autre réaction du panel sur les questions qui viennent d'avant? Est-ce qu'on peut encore prendre quelques questions? Une dernière question. Alors, monsieur tout au fond, Robert. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une régulation des notes qui s'utilisent en France et quand est-ce que vous pensez qu'il va y avoir? La question, c'est est-ce qu'il y aura une régulation des notes d'ici 10 ou 20 ans et quand? Quand est-ce qu'elle arrive? Je pense qu'il y en a déjà. Enfin, il y a des exemples qui ont été cités sur des utilisations malveillantes, des choix par défaut, ou comment, à partir d'un nudge, d'un choix par défaut sur les cookies, c'est tout insupportable. Ça a été dit par M. Jardin-Beau, le régulateur n'a pas intervenu sur les nudges en soi, mais a utilisé l'outil normatif, heureusement qu'il existe, pour dire non, non, votre truc, là, de faire qu'il faut 10 minutes pour décocher toutes les cases, ça ne va pas, et la CNIL ou d'autres disent non, vous ferez comme ça dorénavant, ou le législateur européen. Donc on voit bien que, et heureusement, par rapport à des pratiques commerciales douteuses, il y a, pour le code de commerce, il y a énormément de choses qui régulent déjà certaines limites dans les fraudes, des manières de présenter, enfin, je ne suis pas un spécialiste de la consommation, mais par exemple, ça existe déjà. Donc, je dirais que ça fait longtemps que le législateur, ou en matière de politique aussi, si on regardait sur la manière dont se font les élections, on pourrait avoir des manipulations, le législateur intervient régulièrement pour contrer un certain nombre de choses. Et heureusement, ce n'est pas dans 10-15 ans qu'un régulateur public décidera d'interdire un certain nombre de choses parce qu'elles sont trompeuses ou clairement manipulatoires de la part de certains acteurs privés ou publics d'ailleurs, qui pourraient aller dans ce sens-là à partir d'une conception qui date de son intérêt général. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça existe déjà et c'est plus fort heureusement. C'est pour ça que je disais que l'articulation des outils normatifs et des outils plus néo-comportementaux est essentielle en tout cas dans une démocratie telle que moi j'ai envie de vivre, c'est-à-dire quelque chose où on respecte la liberté, mais de temps en temps, on fixe des limites par la loi avec éventuellement la sanction. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre réaction du panel? Des intervenants à comment? Du coup, je remercie très chaleureusement. Oui, j'attends. Et si vous avez encore des questions, je vous propose de venir en discuter donc après la table ronde. Donc, je remercie chaleureusement tous les intervenants intervenus.